quand il a parlé de la nécessité de se prendre en charge, de faire les choses et de commencer toute chose par un premier pas. Donc je suis très heureux d'être associé à cet événement. Je vais déjà peut-être commencer par présenter et laisser chacun de mes co-panélistes se présenter. Ensuite, je me présenterai. Je vous raconterai une petite histoire. Vous me direz si elle est vraie ou fausse. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par ma juste gauche, Ursula. Je ne sais pas si vous avez un micro. Vous avez un micro juste à côté. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Ursula Dutosier, je suis associée juridique et fiscale et responsable de l'activité donc juridique et fiscale de Deloitte en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et également en Guinée-Conakry. Alors j'ai un peu plus de 15 années d'expérience en Afrique de l'Ouest et également en Afrique centrale où j'ai évolué à des postes de responsabilité essentiellement en cabinet. Et donc je me réjouis aujourd'hui de partager ce panel avec ces belles personnes et de parler de M&A, de sujet M&A. Merci beaucoup Ursula. Désiré, tu veux bien te présenter s'il te plaît? Merci Sidney, je suis Désiré Ououi, en charge du département juridique au niveau de Grand Thornton Associé. J'ai une quinzaine d'années d'expérience, que ce soit en Côte d'Ivoire comme aux États-Unis, qui est à peu près, c'est là que j'ai fait mon background, où j'ai mon diplôme d'avocat. Merci Désiré. Il marche? Oui. Bonjour à tous, je suis Patrick Larrivé, je suis managing partner chez Asafo et je fais du private equity depuis plus de 25 ans sur le continent africain, essentiellement en accompagnant les fonds d'investissement dans leurs investissements sur le continent. Merci beaucoup Patrick. Alors, la petite histoire que je veux bien vous raconter, imaginez une dame qui s'appelle Michel, disons Michel O, et qui dit qu'elle a la technique, ou en tout cas la stratégie pour faire en sorte que toute personne, tout homme devienne président de la République. Mais pour cela, elle va évidemment se renseigner sur le candidat pressenti. Elle va lui demander, elle va voir les candidats, voir celui qui a fait des études, voir celui qui est à jour de ses impôts, voir celui qui a un petit peu eu d'activité, de travail, au moins fait un stage, et prendre un certain nombre de critères. Après cela, elle va approcher, disons, le candidat pour lui dire, bon, après mes différentes diligences, je pense que je peux faire de vous le futur président de la première puissance mondiale. Mais pour cela, lorsque j'ai fait mes diligences, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de défaillances. Vous n'allez pas tous les jours, vous n'allez pas tous les dimanches à l'église, ou alors vous n'allez pas tous les vendredis à la mosquée, il va falloir rattraper ça. Il va falloir rentrer tous les soirs à 18 h. On arrête de faire la tournée des bars à 23 h, etc., etc., etc. Une fois que ça c'est fait, qu'elle s'est mise d'accord avec le prétendant, ils vont maintenant signer un accord. Signer un accord pendant lequel ils vont mettre en place toute une stratégie pour que ce dernier devienne ce qu'il doit devenir. Mais il faut annoncer que cet accord, ce mariage, n'est pas un mariage d'amour. C'est un mariage de raison. C'est un mariage de raison très scientifique, même très financier. Et c'est un mariage qui va forcément se terminer par un divorce. La question est de savoir, est-ce que ce divorce sera un divorce par consentement mutuel, dans les bonnes conditions, ou un divorce avec fracas. Et donc, en réalité, dans cette histoire, vous avez toute l'histoire du private equity. Schématisée. C'est un mariage de raison financière qui va finir, on espère, dans les meilleures conditions. Alors, les différentes étapes d'un projet, si vous voulez, d'un fonds d'investissement sont les suivantes. Et après, je laisserai évidemment mes collègues finaliser, rentrer dans les détails. Vous avez la constitution du fonds. Vous avez plusieurs schémas de constitution de fonds. Et quand on parle de fonds d'investissement, évidemment, vous êtes tous, pour la plupart ici, des sachants. Il y a souvent des entités duales. Vous avez la société qui gère l'argent
et vous avez le fonds lui-même dans lequel il y a l'argent. Après cela, vous avez la phase d'investissement. Une fois qu'on a collecté l'argent auprès des investisseurs, il faut maintenant déployer cet argent. C'est sur cette phase-là qu'on va beaucoup s'appesantir, parce qu'il y a des diligences à faire avant, pendant et évidemment après. Une fois que l'argent est déployé, il faut pouvoir sortir maintenant de l'investissement par divers mécanismes de sortie, en espérant que ce qui était convenu il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tôt soit effectivement respecté au moment de la sortie et qu'il n'y aurait pas de difficultés ou de litiges. Ce sont des sujets également qu'on pourra aborder si le temps nous le permet. Alors, avant de donner la parole à mes copanélistes, je vais me présenter également. Je suis Sidney Domoro, associé fondateur du cabinet panafricain ADNA. Nous avons des bureaux dans plusieurs pays africains, ici en Côte d'Ivoire évidemment, au Maroc, en Algérie, en Guinée-Conakry. Nous avons une présence également au Sénégal. Et nous sommes membres d'un réseau panafricain encore plus large qui s'appelle ALN, Africa Legal Network, qui a des bureaux, des présences au Nigeria, au Kenya, Tanzanie, Ouganda, enfin, un peu partout, Rwanda, etc. Spécialisé en financement, mais également en fusion-acquisition et en corporate M&A. Et je suis ravi d'être modérateur de ce panel. Alors, je vais commencer certainement par Ursula, peut-être par la première phase, qui est la phase d'audit. Vous savez, quand la dame Michel O demande à son prétendant, est-ce que tu as été à l'école, est-ce que tu as payé tes impôts, etc. Il y a cette phase d'audit qui est également valable dans le cadre de l'investissement en capital. Et j'aimerais que vous puissiez, sur Ursula, nous donner déjà les éléments de comment est-ce que vous abordez-vous en tant que spécialiste professionnel, la phase d'audit, et comment vous faites ensuite le lien, ce que vous avez trouvé pendant cette phase d'audit, et la phase de négociation de la documentation pour que disons, les choses soient vraiment mises en relation. Merci beaucoup, Sidney. Écoutez, moi, je suis chez Deloitte et donc on est vraiment un cabinet à 360 degrés. Alors, il y a bien entendu un département qui s'occupe de la partie financière. Il y a quelque chose de très intéressant que tu as dit. Quand un homme approche une dame ou vice-versa, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Donc, l'investisseur qui souhaite prendre une participation dans le capital d'une entreprise doit être informé sur la santé financière de cette entreprise. Et c'est l'essentiel de notre action. On va venir pour la partie juridique et fiscale. On va regarder comment est-ce que juridiquement cette société est structurée, s'il n'y a pas de risques, des risques cachés. On va s'assurer que tout ce qui est statut, tout ce qui est contrat sur le plan juridique est effectivement bien tenu. On va également regarder les aspects fiscaux parce qu'il y a des amendes, il y a des pénalités qui peuvent être réellement impactantes pour l'activité, pour la suite de la négociation justement. S'assurer que la cible a bien déclaré ses impôts, a bien payé ce qu'il fallait. Et puis également, on va s'appesantir sur l'aspect social et s'assurer que tout ce qui est social est correctement fait également. Excellent. Alors peut-être juste un mot pour compléter ce que vous disiez. Là, on se plaçait plus dans un audit d'acquisition, mais pour reprendre un peu l'histoire que tu nous as racontée, il est parfois bien de faire ce qu'on appelle des vendeurs du diligence, c'est-à-dire que l'entreprise qui va ouvrir son capital, elle préempte, je dirais, ce processus pour rendre la mariée encore plus belle. Donc elle fait elle-même sa propre revue, ses propres due diligence financière, fiscale, légale, pour éventuellement pouvoir anticiper les problématiques qui pourraient être identifiées, pouvoir quand ceci est possible, les aplanir avant d'aller présenter le dossier à des investisseurs et faciliter après la discussion justement avec ces investisseurs puisqu'on montre une grande transparence puisqu'on a déjà fait nous cette démarche-là. Donc l'audit peut vraiment être
dans ces deux situations. Exactement. Et ça permet également de gagner du temps sur le process de diligence, parce qu'en réalité, si la VDD, donc la vendor due diligence, donc la due diligence faite par le vendeur, par celui qui ouvre son capital, a déjà été faite et est faite par un grand cabinet de renom, l'investisseur qui vient, quand il voit ok, la VDD a été faite par Deloitte, bon, il sait que, bon, a priori, c'est bien fait, il ne va pas retourner toutes les pierres, comme disent nos amis anglais. Et donc, du coup, ça permet effectivement de gagner du temps. Je sais également que, Désiré, tu as une très bonne expérience de ces questions d'audit, de société. Est-ce que tu as des éléments additionnels par rapport à ce que Ursula disait, des éléments, peut-être des éléments plus en termes d'anecdotes à nous raconter? Et peut-être avant que tu répondes, le temps que tu retrouves tes anecdotes, je vais peut-être donner moi-même une anecdote sur un projet qui était... un projet d'investissement, on était côté investisseur, et il s'avère que la société, enfin le fondateur, qui était un ancien, un doyen, n'avait pas tout dit à sa femme sur ce qu'il était en train de faire. Il était marié sous le régime de la communauté des biens, et donc on avance sur les diligences, et quand c'est comme ça, vous demandez des informations à la société, et donc vous ne pouvez pas auditer ce que vous ne savez pas. Donc on demande un certain nombre d'informations, notamment sur le régime matrimonial du fondateur. Il met du temps à nous les envoyer. Bon, pendant ce temps, on avance sur d'autres sujets. Et quand on reçoit les informations qui sont pourtant très simples, je veux dire, il faut aller à la mairie, c'est rapide, on se rend compte qu'il est marié sous le régime de... Donc on se dit, bon, est-ce que... ça va être très simple, mais je pense que pour la signature, il faudra quand même qu'il y ait l'accord de votre épouse. Ça a bloqué le deal. Quand il a entendu qu'il faut que sa femme soit informée de ce qu'il était en train de faire, il a dit oui, mais de toute façon, elle n'a pas besoin de savoir. J'ai dit non, on peut pas, si tu ne peux pas conseiller à mes clients d'investir je ne sais pas combien de millions d'euros, si cette histoire n'est pas... Et donc, le deal ne s'est pas fait. Je ne dirais pas qu'il ne s'est pas fait juste parce qu'il ne voulait pas dire à sa femme, mais c'était un élément de la due deal qui a contribué à ce que, malheureusement, les choses ne se fassent pas. Merci Sidney. En termes d'anecdote, en pratique, je vais rebondir sur ce que Patrick a dit. Il faudrait faire ce qu'on appelle la vendor due diligence. Il y a eu un cas où, lorsqu'on a fait une due diligence pour le cas de la buyer due diligence, on s'est rendu compte que la société cible au niveau du secrétariat juridique avait certaines lacunes. Le PCA de l'entreprise était à la fois PCA de deux entreprises et il signait à chaque fois avec le cachet de l'autre entreprise. Si bien que beaucoup de PV de conseil d'administration étaient plus ou moins nuls du fait qu'il utilisait l'autre cachet. Mais comme c'était le PCA, même le directeur général n'avait pas le courage de lui dire qu'en règle de secrétariat juridique, ce qu'il faisait n'était pas clair. Ceci aurait pu être évité s'il y avait une vendor due diligence. Et je pense que pour la société cible, elle aurait pu rectifier ces différents points. Donc c'est juste une anecdote. C'est ça. Effectivement, merci beaucoup. Merci Désiré. Et peut-être pour ajouter une chose, c'est que parfois la due diligence, quand on est côté cible, on le voit de façon un peu négative en disant ils sont en train de chercher à identifier la petite bête, toutes les problématiques. Et à partir du moment où on a décidé d'ouvrir son capital, et comme l'expliquait Sidney, et notamment à un fonds de private equity, c'est que quelques années après, il va avoir une sortie. Et donc, il va falloir organiser ses sorties, la faciliter et avoir un nouvel investisseur. Et cette due diligence, il faut justement l'avoir d'un côté très positif parce que pour justement faciliter cette sortie, ça peut être une sortie, on en parlera tout à l'heure, par une IPO, par exemple, en bourse, ça nécessite de pouvoir montrer justement une société qui est parfaitement clean. Et donc, c'est une opportunité pour justement prendre le temps de se poser et de se dire il y a des choses qui n'ont pas été faites totalement au carré, voilà, on met en place de nouveaux process, on rectifie ce qui peut être rectifié pour justement avancer et lors des prochaines étapes à IPO ou sortie même à 100% puisque peut-être que le majoritaire voudra sortir à ce moment-là, on aura une mariée encore plus propre, plus processée pour faciliter une sortie demain. Effectivement, c'est exactement cela. Et ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est que même si vous êtes, disons, vous êtes fondateur, donc propriétaire de l'entreprise qui s'ouvre, et que vous connaissez exactement ce que vous avez dans les placards, ce n'est pas la peine de les cacher, parce que vous avez l'investisseur
qui sera prêt à prendre le risque. Il saura comment circonscrire le risque de ce que vous avez dans le placard. Mais si vous n'ouvrez pas les placards pour savoir ce qu'il y a dedans, non seulement vous aurez fait des fausses déclarations, parce que dans les engagements, dans les accords financiers, les accords contractuels, il y a des déclarations qui sont faites. Je déclare que je n'ai rien dans les placards, je déclare que je suis à jour de mes impôts, je ne fais pas l'objet de contrôle, je ne suis informé de litiges, etc., etc., etc. Donc si vous cachez des choses, non seulement ça va se savoir, mais du coup ça aura quand même, ça n'aura pas donné la possibilité à l'investisseur de vous donner des solutions pour pouvoir faire face à ces situations, parce que lui, il a fait... vous, c'est votre premier, peut-être unique opération d'ouverture de capital et de négociation, mais un fonds de private equity qui en est peut-être à son deuxième fonds, son troisième fonds, son quatrième fonds, ils en ont fait peut-être 200 ou 300. Donc, ils savent comment vous aider à nettoyer vos placards. Donc, il faut vraiment être très transparent pour pouvoir trouver ensemble des solutions et ne pas vous mettre dans des situations de défaut qui en réalité n'ont pas vraiment d'intérêt pour vous et qui ne vous permettraient pas d'aller là où vous devez aller ensemble. Alors du coup, effectivement, une fois qu'on a fait la phase de due deal, bon, qui a été plus ou moins bien faite, bon, généralement, quand on prend des cabinets qui savent faire, les choses sont quand même plutôt bien faites, il faut pouvoir maintenant relier tout ce qu'on a trouvé dans la négociation si vous voulez, d'acquisition, si on est dans une acquisition, parce qu'évidemment, l'investissement en capital, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous allez acheter des actions déjà existantes auprès du fondateur. Il avait émis, je ne sais pas moi, 100 actions dans sa SA. Vous dites, bon, moi je veux venir investir en capital, en investissement majoritaire. Sur les 100 actions, je vous en achète à 51. Là, il n'y a pas d'action nouvelle qui est mise. On travaille toujours sur l'existant. Ou alors, on fait une augmentation de capital. Donc vous avez vos 100 actions, je vous les laisse, je ne vais pas y toucher, mais on va augmenter le capital de la société, augmentation qui me sera réservée par exemple, on va l'augmenter, je ne sais pas, on va passer de 100 à 300 actions. Et je vais souscrire aux 200 actions additionnelles, de telle sorte que je suis majoritaire, mais vous, je ne vous ai rien pris, et la vie continue. Donc, quel que soit le mode d'investissement, la structuration de l'investissement, très souvent, on a tendance à, les fondateurs, ou en tout cas les fondateurs, les propriétaires de leur société, ont tendance à se focaliser sur une chose, le prix. Qu'est-ce qu'il me donne comme prix? Alors qu'il y a plusieurs façons de créer de la valeur, même pour lui. Et ce n'est pas juste une question de numéraire. Alors peut-être que là, ayant commencé dans ce sens, je vais peut-être commencer par Patrick. Quelles sont les modalités, par exemple, de fixation des prix qui peuvent créer la valeur, évidemment, pour le fondateur, mais qui peuvent également parfois donner la sécurité à l'investisseur de savoir que, bon, je ne vais pas juste payer un type qui va partir, surtout quand il s'agit, par exemple, j'ai donné l'exemple d'un investissement majoritaire, mais parfois, ça peut être simplement, je prends tout, j'achète tout, je reprends toutes vos actions. Mais parfois, j'ai quand même envie que vous soyez autour. Comme ça, si quelque chose se passe mal, bon, je peux toujours venir dire, hey, mon ami, tu m'avais vendu quelque chose, voilà, et tout ça. Donc, quelles sont les précautions qu'on peut prendre d'un point de vue investisseur pour fixer le prix, fixer les modalités et s'assurer quand même qu'on garde le fondateur sous le coude? Ça, c'est dans le cadre de ce type d'investissement, alors que ça soit majoritaire, mais surtout quand c'est un investissement minoritaire, l'un des éléments clés, c'est justement l'équipe de gestion. C'est pouvoir s'assurer que cette équipe de gestion va rester et accompagner l'investisseur dans la durée. Alors, quand on est sur un investissement majoritaire, là, on a vraiment l'habitude, c'est de chercher à mettre en place un alignement d'intérêts entre l'investisseur majoritaire et l'équipe de gestion. Et ça, on le fait à travers des mécanismes de plan d'intéressement, de management package, pour que, en tous les cas, tous les cadres clés de l'entreprise soient intéressés au développement, au projet porté par ce nouvel investisseur, et qu'au moment de la sortie, eh bien, que tout le monde puisse être intéressé dans des proportions similaires. Quand c'est sur un investissement minoritaire, l'investisseur il est encore plus dépendant du majoritaire et souvent le majoritaire qui est
aussi manager. Donc là, bien évidemment, on peut bien sûr mettre en place un plan d'intéressement, mais c'est moins clé puisque le gros de la valeur que va rechercher l'investisseur majoritaire, c'est éventuellement de sortir en même temps que le fonds. Donc ce qu'on va mettre, c'est on va mettre en place des mécanismes pour s'assurer que lui va rester. Donc on va mettre en place des clauses d'interdiction de cession pendant une certaine période pour s'assurer qu'il ne va pas sortir avant une certaine période où on aura pu dérouler, je dirais, le plan porté par l'investisseur, en tous les cas avec les fonds, quand c'est pour la partie cash-in, je dirais, de l'investissement. On va s'assurer que si, après cette période d'interdiction de cession, le majoritaire venait à sortir, qu'on puisse sortir en même temps que lui avec un mécanisme de cession de sortie conjointe, de tag longue. Et puis, aussi, puisque tu parlais, et là c'est plus au moment de l'investissement, sur des mécanismes d'ajustement de prix, notamment quand on veut s'assurer que par rapport à un certain nombre d'éléments qui nous ont été, d'histoires qui nous ont été racontées, de projections qu'on a pu faire, qu'on soit sûr que si demain ce qui nous avait été dit n'est pas au rendez-vous, qu'on puisse venir ajuster le prix, d'ailleurs qui peut aller à la hausse comme à la baisse, parce que il peut y avoir un sorte de bonus si ce qui a été promis a été délivré. C'est ça. Sur ce sujet, Désiré, sur la question du prix, parce que c'est tellement un point important en fait de la négociation. Est-ce que vous avez des éléments Sur la question du prix, oui. Il faut aussi noter que en fait, le résultat de la due diligence va beaucoup impacter le prix. En fonction des risques qui ont été déterminés, qui ont été trouvés, l'investisseur peut revoir à la baisse le prix si le risque est trop élevé. Donc, c'est d'où l'importance des due diligence, des vendeurs due diligence, pour le vendeur due diligence, pour lui de s'assurer en amont que son entreprise est saine et qu'il peut mieux négocier le prix. Même pour le bailleur aussi, en fonction de ça, il verra si le prix qu'on lui propose est réel par rapport au risque auquel il fait face. Donc, concernant les mécanismes de prix, pour moi et de notre expérience de ce qu'on a vu, la due diligence a un impact très important dans la détermination du prix. Alors, moi, je voudrais rebondir. Je pense que tout a été dit, inclure dans les différentes conventions des clauses particulières, des clauses contractuelles pour pouvoir justement s'assurer qu'après la cession et si on fait face à certains risques financiers, on peut quand même pouvoir apurer tout ça. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est ce qu'il faut retenir. Et tout ça part de la stratégie de chacune des entreprises. Donc quand on monte son business et on se projette, on se dit dans 10 ans, dans 15 ans, je fais rentrer quelqu'un dans mon capital, il faut s'assurer que tout est fait proprement. Au-delà de la due deal vendor or buyer, il faut s'assurer que vous faites régulièrement des revues fiscales. Quelqu'un vient contrôler vos comptes, des revues juridiques, des revues comptables également, de sorte qu'il n'y ait pas de surprise à partir du moment où on décide de faire entrer quelqu'un dans le capital. Donc, ça, ce sont des décisions de gestion qu'il faut prendre, pas seulement de façon occasionnelle, mais de façon continue. Suivre au quotidien la vie de la société, de sorte que quand on a affaire à une opération de restructuration, c'est beaucoup plus facile pour évaluer le coût réel de l'entreprise. Merci beaucoup. Et c'est d'autant plus vrai que ça fait partie justement dans certaines documentations des engagements, de reporting. Il faut comprendre, je ne sais pas combien de fondateurs d'entreprises, de propriétaires d'entreprises il y a dans la salle, s'il vous plaît. D'accord, oui, d'accord, il y a quand même un certain nombre. Il faut comprendre que ouvrir son capital à un fonds de VC ou surtout de PI, c'est très exigeant. C'est très exigeant en termes de reporting. Ça vous prend même du temps que vous ne passez pas à faire votre business. Parce que la phase de due deal, la phase d'interview du management, etc., etc. Mais une fois que vous l'avez fait,
disons que vous avez placé votre société en orbite. Parce que d'autres fonds plus gros, demain, se diront, cette société a déjà eu à faire face à un fonds, elle a déjà des fonds ou un fonds dans son capital, elle sait ce que c'est que la régularité dans la tenue des comptes, le reporting régulier, elle sait ce que c'est que les pressions ou les contraintes d'une administration, d'une gestion saine. Et en réalité, ça attire beaucoup d'autres investisseurs qui s'intéressent à vous. Des investisseurs peut-être plus gros ou en tout cas plus prestigieux, etc. Donc, je vous encourage à vraiment ne pas être effrayé par cette première approche qui est très fastidieuse et chronophage. Surtout quand vous arrivez à des périodes dans l'année où il faut se concentrer sur le business en fonction de l'activité, du cycle de vos activités. On peut comprendre que ce soit parfois un peu même frustrant. Alors nous avons vu, il nous reste 15 minutes, nous avons vu la phase d'audit, nous avons vu la détermination du prix et l'impact que cela a, Patrick l'a très bien dit, déterminer le prix de telle sorte que on puisse quand même ajuster le prix, le faire varier en fonction des promesses qui ont été faites et des projections qui ont été faites. Et il y a également un point important, c'est la garantie d'actifs et de passifs, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu. La garantie d'actifs et de passifs, c'est lorsque j'investis, vous, promoteur ou propriétaire de l'entreprise, vous devez me garantir que selon les déclarations que vous avez faites, selon les informations que vous m'avez données, à partir desquelles j'ai fait mon audit et à partir duquel j'ai déterminé un niveau de passif ou d'actif dans la société, vous devez me garantir que s'il y a une augmentation du passif, donc c'est négatif, ou une diminution de l'actif, donc c'est négatif, que je puisse être indemnisé. Souvent, c'est aussi le nerf de la guerre. Après le prix, c'est le nerf de la guerre parce que ça a un impact sur le prix après coup. Et donc j'aimerais peut-être commencer par Ursula sur ces sujets de garantie d'actifs et de passifs. Quel est votre recul? Quels sont les sujets, les points d'attention que vous avez eu à avoir éventuellement dans les opérations que vous avez eu à faire? Je pense que Désiré en avait parlé. Hein. C'est l'essence même, enfin, c'est ce pourquoi on diligente des due deals. C'est à la fin de la journée s'assurer qu'on est bien la société, la santé financière de la société. La société est solvable, la société est clean. Et si ce n'est pas le cas, ça influence fortement, comme il a dit, le prix de la cession. Et les clauses dont je parlais tout à l'heure, dont la garantie d'actifs et de passifs, ça vient fondamentalement influencer les échanges entre la cible et le vendeur. Parce que une fois qu'on finit le deal, ces clauses-là nous permettent, ces garanties-là nous permettent de revenir et d'assurer en quelque sorte celui qui reprend la société que tout ce qui est événement, qui est postérieur à la signature, on a une certaine garantie là-dessus. Donc, sur ce sujet, sans vouloir préempter, c'est important de savoir comment structurer cette garantie d'actifs et de passifs. Parce que si c'est de dire, OK, vous me payez 100, mais s'il y a une diminution de l'actif ou une augmentation de passif, je vais dans ce que vous m'avez payé, je vais ressortir de l'argent pour vous rendre 5 ou 10. Ce n'est pas la même chose que de dire je te dois 100, mais je te paye 90. On laisse les 10 quelque part en séquestre pendant une période. Et s'il survient un élément de diminution de l'actif ou d'augmentation de passif, on va aller chercher ces fonds-là. Ou alors, comme disait Patrick, je te dois 100, c'est le prix, mais je te paye par échelonnement. Et si pendant ce temps-là, effectivement, survient un cas d'enclenchement de la garantie, ben, je vais déduire sur ces montants. Mais je pense également qu'il y a des mécanismes de garantie d'actifs et de passifs par des mécanismes d'assurance et tout ça. Est-ce que ce sont des choses que vous voyez concrètement dans les opérations sous nos tropiques? Moi, j'en ai vu
un cas où il y avait une assurance qui avait été prise, mais il faut indiquer que les parties avaient indiqué les différentes garanties d'actifs et de passifs dans le pacte d'actionnaires. Elles se sont mises d'accord qu'au cas où il y a un passif qui n'a pas été déclaré qui apparaît, au niveau du pacte d'actionnaires, ça permettrait à l'investisseur de sortir. Et on avait organisé plus ou moins les conditions de sortie en cas de non-respect des garanties de passifs et d'actifs. Il faut retenir qu'en cas de non-respect du pacte d'actionnaires, la sanction généralement c'est le paiement de dommages et intérêts ou l'exécution forcée. Donc c'est un peu l'expérience qu'on a eue pour les garanties de passifs et d'actifs et on a beaucoup retrouvé ça dans des packs d'actionnaires en fait. Dans les packs d'actionnaires, c'est très intéressant. D'accord, merci Désiré. Patrick? Oui, non, c'est le type de produit qu'on commence à voir. Alors c'est toujours un process qui est long et fastidieux, hein, parce que les brokers qui sont en charge de ça et après l'analyse qui est faite par les différentes compagnies qui peuvent offrir ce type de produit sont très, très scrupuleux et donc demandent des niveaux de due diligence déjà assez importants, hein, pour être confortés par des rapports. Ils n'interviennent pas dans tous les secteurs, hein. Il y a certains secteurs qui sont complètement exclus, hein, où pour l'instant, en tous les cas sur le continent, on ne trouve pas de couverture. Mais c'est une alternative qu'on peut avoir, et notamment sur des sorties de fonds d'investissement qui ne souhaitent pas donner de garantie pour diverses raisons, et notamment quand ils sont plutôt en fin de vie de fonds. Eh bien c'est une alternative qu'on peut trouver, quoi, qui a un coût qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. J'ai eu des consignes à l'oreille, mais on va se donner encore peut-être 3, 4, 5 minutes maximum. J'aimerais qu'on parle de la fin du mariage. On sait que c'est un mariage qui a une fin. Et très souvent, sous nos tropiques, la manière dont les choses se terminent, c'est qu'on dit qu'on peut sortir par le marché, c'est-à-dire qu'une fois que le fonds m'a accompagné et que j'ai grossi, je peux entrer en bourse. Bon, on a vu hier, le DG de la BRVM était là. Pour l'instant, en tout cas, de mon expérience, en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans que je suis rentré de Paris. Je n'ai pas encore vu de sortie d'exit sur le marché BRVM, mais ça va certainement venir. On peut aussi dire qu'on peut sortir par des clauses de put, où finalement c'est la société, le fondateur qui rachète les actions auprès du fonds. Là aussi, ça cause des palabres parce que au moment où il s'engage, il pense qu'il va avoir l'argent, mais quand il va falloir racheter, il se rend compte que il a dépensé l'argent à faire d'autres choses, il n'a plus les liquidités ou il n'a plus de banque qui veut l'accompagner parce qu'il est déjà très bancarisé auprès des banques et ils n'ont plus envie de prendre ce risque sur lui. Donc il y a plein de sujets. Quels sont les sujets que vous avez pu voir, notamment je pose la question à Patrick avec la longue expérience que tu as sur les PI, des sorties un peu difficiles que tu as dû orchestrer ou conseiller pour que finalement les choses rentrent dans l'ordre, ou si elles ne sont pas rentrées dans l'ordre, ça vaut aussi le coup. On essaye de faire des choses fluides. Non, je pense que d'abord un point fondamental, c'est que la sortie, elle s'organise dès l'entrée. Je m'explique, c'est-à-dire que bien sûr on n'est pas en train d'organiser un process dès l'entrée de sortie, mais en tous les cas on pose les jalons pour organiser le moment venu cette sortie. Alors, quand on est sur une transaction majoritaire, et j'en parlais tout à l'heure, pour permettre justement à ce fonds majoritaire de sortir à terme, alors quand on est majoritaire on contrôle beaucoup mieux sa sortie, hein, puisqu'on est majoritaire, mais c'est très important pour arriver à faire une bonne sortie, d'être aligné avec le management. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Et donc là, l'élément clé, c'est cet alignement avec le management et c'est mettre en place les mécanismes d'intéressement pour que, à partir du jour de l'investissement, sur toute la période devant amener justement à cette sortie, eh bien, il y a un alignement d'intérêts et tout le monde avance dans la même voie, parce que à la sortie, tout le monde y trouvera son intérêt.
sur une opération minoritaire, c'est mettre en place justement les mécanismes qui permettent à un moment donné de déclencher cette sortie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, 4e, 5e année, d'avoir prévu dans la documentation juridique des mécanismes qui déclenchent des processus. Alors c'est un processus de liquidité, par exemple, avec à partir de la 4e année, on est convenu qu'on désignait une banque d'affaires qui allait faire une valorisation de la société, qui allait étudier quel était le meilleur moyen pour sortir. Est-ce que c'est la IPO? Est-ce que c'est une sortie sur un processus compétitif de gré à gré? Est-ce que c'est une sortie uniquement minoritaire? On va remplacer la participation du minoritaire sur le marché, ou c'est une sortie d'un bloc majoritaire, 51% voire 100%. Voilà, c'est ce qui doit être dès le départ organisé pour qu'on ait vraiment un processus le plus fluide possible. Alors bien évidemment, ce processus, il ne fonctionne bien que si on est toujours en symbiose, je dirais, avec le majoritaire, parce que si on a un majoritaire qui ne veut pas vous laisser accès à la société pour pouvoir permettre à cette banque d'affaires de faire cette valorisation, permettre à des acquéreurs potentiels de faire la due diligence, c'est sûr que ça va être assez compliqué. Donc là, on a, in fine, au bout, on peut avoir ce qu'évoquait Sidney, un put à l'encontre de la société ou à l'encontre du majoritaire, qui peut être un put de sanction parce qu'il n'a pas respecté ses engagements de coopération. Mais ça doit être vraiment que le recours ultime si on n'est pas arrivé dans un processus fluide à organiser une sortie dans les meilleures conditions pour tout le monde d'ailleurs, que ça soit sur une sortie bien évidemment majoritaire, mais que si c'est une sortie minoritaire, ça veut dire que demain, il va y avoir un autre investisseur qui va rentrer, qui peut être un second fonds. On voit de plus en plus, justement, on commence à voir de plus en plus ce qu'on appelle des opérations secondaires, c'est-à-dire sortie d'un fonds d'investissement et rentrer dans un deuxième fonds pour accompagner dans un second tour l'entreprise. Et donc c'est important de pouvoir montrer que ça s'est bien passé avec le premier pour pouvoir justement attirer un nouveau fonds pour une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup Patrick. Je vais laisser peut-être à Désiré et à Ursula les derniers mots de la fin. Je considère que c'était également ton mot de la fin, Patrick. Sauf si tu as un autre mot de la fin plus spécifique, et vraiment en 30 secondes. Non, en 30 secondes, je voulais juste tout à fait, merci d'avoir animé ce panel, et je voudrais remercier tous les participants et surtout les organisateurs, parce que je trouve que c'est une très belle initiative, c'est une première édition, mais c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative parce que ça permet justement de regrouper, d'avoir un sorte de get together de l'ensemble de la communauté de ce marché du private equity dans la région. Et donc c'est pas uniquement des fonds, mais c'est également tout ce microcosme autour de ça. C'est les cabinets d'avocats, c'est les cabinets d'audit, c'est les banques d'affaires, et c'est comme ça qu'on peut petit à petit, étape par étape, créer un vrai marché, une vraie communauté. Et donc encore merci pour cette initiative, et espérons qu'elle pourra se poursuivre sur les années futures. Merci Patrick. Désiré? Je vais juste compléter ce que Patrick a dit concernant les sorties. Je veux juste rappeler que la sortie est préparée au moment de l'investissement. Comme Patrick l'a dit, il faudrait prévoir dans le pacte d'actionnaires ou dans la documentation juridique des clauses de sortie qui vont permettre à l'investisseur de pouvoir organiser une meilleure sortie. En mot de fin, je voudrais remercier tout le monde. Et c'était vraiment une grande opportunité et une belle initiative de réunir tout ce monde et tout ce parterre du monde de la private equity en Afrique de l'Ouest. Merci. Merci Désiré. Ursula? Je vais poursuivre avec les remerciements. En tout cas, Deloitte est très content d'être là. Je suis seule, mais il y a tous les associés qui sont avec moi, et on est très investis dans ce type de thème parce qu'on intervient sur pas mal de sujets de due deal. Félicitations aux organisateurs. Merci à chacun de vous. Je sais qu'on était tous très occupés, mais on a quand même ménagé
nos calendriers. Et puis, c'était un plaisir d'être là. Merci. Merci. Donc ça, ce sont les mots de la fin. Pareil, pour moi, remercier J3A Partners et toute l'équipe d'organisation. Et un mot spécial vraiment pour M. Jean-André Aipo, J3A, pour l'abnégation dont il fait preuve. Et je trahis son secret. Nous nous connaissons déjà depuis presque 20 ans passés. C'est un grand praticien de taekwondo, ceinture noire, je le dis, parce que je suis un adepte également d'arts martiaux, donc je ne manque jamais de le dire quand on peut. Donc vraiment, Jean-André, merci beaucoup. Et merci à Patrick, merci Désiré, merci Ursula. J'ai été ravi de modérer ce panel. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Patrick. Thank you very much, Mr. Desiree. Thank you so much, Maitre Ursula. Thank you so much, Tini, for that wonderful intervention. It was a pleasure having you all. And I can retain something. Oh, yeah, I always give my opinion, right? So one thing that I actually retained from this conversation was the fact that when it comes to taxes, there's no need waiting for control. Let's just make sure that we actually embody control in our daily activities. Let's make it a part and parcel of us so that every day we actually work as if control is going to come someday. Because even if it doesn't come in a week's time, in a month's time, it's obviously going to come.